à quoi servent les critiques littéraires. Et nous avons comme intervenants deux critiques littéraires, Hassan Wahbi, qui est professeur, qui a été longtemps professeur de littérature, c'est ça, qui a écrit plusieurs essais sur la littérature, dont un très beau texte s'appelle Les maladies de la littérature. J'ai pas apporté ma notice biographique sur toi, bien que j'avais toute une tartine, mais bon, je me rappelle. Et qui est aussi un spécialiste d'Al-Kbir Khatebi, et qui a écrit un certain nombre de recueils de poèmes, de poésie. À côté, Loubna Serraj, qui est romancière, qui a été longtemps chroniqueuse littéraire à Lux Radio, et qui est aussi éditrice à la croisée des chemins. Donc, les critiques littéraires, la critique littéraire, c'est un sujet évidemment un peu délicat et presque anachronique quand on sait dans quel état est la critique littéraire aujourd'hui dans le monde. Mais on sait aussi qu'ils ont occupé depuis toujours une place essentielle dans la vie des lettres. Et qu'ils accompagnent les écrivains, ils les interprètent, ils donnent sens à leurs œuvres, ils les relient à des lecteurs qui, sans eux, passeraient peut-être à côté de certaines voix singulières. On pense par exemple à certains grands critiques littéraires comme Maurice Nadeau. Maurice Nadeau, d'ailleurs, qui a donné son nom à une revue électronique qui s'appelle En attendant Nadeau, c'est-à-dire en désespoir de cause. Enfin, on attend toujours quelqu'un de la trempe d'un Nadeau, parce que Nadeau a été un extraordinaire passeur. Il a fait connaître Malcolm Lowry, il a fait connaître Gombrowicz. Bon, bref. Donc il y a eu quand même des critiques littéraires qui ont joué. Il a fait connaître à TV aussi, oui, c'est vrai, absolument, les lettres nouvelles, tout à fait. Donc, ce sont de véritables passeurs, et ils créent des ponts entre la création et la réception, entre l'intime et le public, entre l'œuvre et la société. Alors, aujourd'hui, ce rôle paraît menacé, pour ne pas dire condamné, et on sait que la visibilité d'un livre dépend aujourd'hui, comme le dit l'argumentaire des organisateurs du salon, dépend davantage des algorithmes, des logiques marchandes et des influenceurs. Et la parole critique, elle est marginalisée. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui prennent le temps d'aller lire ce qu'écrivent les critiques. Pourtant, il y a quelques revues électroniques de qualité, quelques revues de qualité, mais ce sont les influenceurs qui tiennent le haut du pavé. Les influenceurs qui présentent 3 ou 4 livres sans dire un mot sur le livre, et la couverture fait loi, et un superlatif suffit à propulser un livre au sommet des ventes pour la jeunesse, ou bon, bref. Donc, la critique engage une responsabilité intellectuelle et esthétique. Elle suppose évidemment, et c'est ce qui en fait tout le prix, une lecture attentive, une lecture scrupuleuse, patiente, argumentée, et la volonté évidemment d'inscrire l'œuvre dans une conversation plus vaste. Donc si on oublie les critiques, on risque d'appauvrir notre rapport à la littérature. Alors les questions qu'on pourrait poser, il y en a beaucoup. Comment devient-on critique ? Le public se soucie-t-il vraiment de la critique ? Bon, on peut répondre assez facilement. À quoi sert-elle dans un monde saturé d'opinions et d'images où la prescription de l'influenceur tient lieu de critique ? Quelle légitimité peut revendiquer le critique face à la prolifération des voix et des opinions sur les réseaux sociaux, etc. etc. Donc, je ne sais pas, on pourrait commencer peut-être par une question toute simple. Comment devient-on critique et comment définir le plaisir de parler des textes des autres
Et est-ce que le fait de nous intéresser aux textes des autres nous amène nous-mêmes à écrire un jour? Oui, comme Aznavour. Et je crois que c'est évident de dire qu'il y a toujours une concomitance entre la littérature et le commentaire, depuis toujours. Rappelez-vous la lecture de Roland Barthes dans Critique et Vérité, où il dit qu'il y a, dès le Moyen-Âge, dès le Moyen-Âge, il y a... C'est toujours comme ça dans ces salles. Il y a le texte, l'auteur, le copiste, celui qui copie, et il y a le commentateur qui écrit à la marge du texte. Et puis, le fait que tu parles de la nécessité de passer par la littérature pour aller vers la littérature, ou la critique pour aller vers la littérature, je crois qu'il y a un lien matriciel, bien entendu. Pourquoi ? Parce que la littérature écrite et la critique qui la reçoit sont un peu dans une sorte de solidarité particulière, même si la première peut se passer de la seconde. Surtout quand la seconde est superficielle, pamphlétaire, parasitaire, etc., etc., ou arbitraire. Ce lien est indépassable dans beaucoup de sociétés, mais maintenant, parce que finalement, il n'y a pas la crise de la critique littéraire. Il y a encore par exemple, Le Monde. Il y a une bonne relève dans Le Monde. Des jeunes, Le Monde, le journal. Une bonne relève des jeunes qui écrivent bien, parce qu'avant, il y avait Birnbaum, il y avait des tas de personnes. Et puis, je crois que dans des sociétés de communication fondées sur un certain marketing littéraire, il y a cette nécessité d'accompagner les livres par l'image des livres, c'est-à-dire par des textes pour vendre ou tout simplement pour faire connaître. Parce que dans des cas comme ça, il ne faut pas être manichéen. Il ne faut pas être manichéen, dire que la critique ne sert à rien ou que la critique littéraire est fondée sur un certain marché, sur une circulation des biens symboliques, comme dirait l'autre, mais il y a un phénomène de capillarité, c'est-à-dire dès qu'il y a un texte qui sort, il y a quelqu'un qui en parle. Alors, comment on parle des livres? C'est ça qui est important. Il y a le lecteur anonyme qui lit pour son plaisir, ou qui arrête de lire parce qu'il n'est pas dans la joie de la chose. Et puis, il y a une extension des choses qui fait que... pardon, excusez-moi. Qui fait que on ne peut pas... Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas lire mes notes. Je vais les rêver avec vous un peu. Bien sûr, c'est une vérité évidente, une vérité de la palisse, de dire que la littérature de tout temps a été accompagnée par le commentaire, la réaction des lecteurs, et là je rejoins ta question, par une certaine complicité particulière. Les auteurs parlent des auteurs. Depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, il y a toujours un commentaire, il y a des influences, il y a des admirations. Je vais revenir à la fin sur l'admiration qui nous manque un peu ici, dans ce bled, dans cette patrie bénéfique, parfois. C'est une antiphrase. Donc la lecture a toujours été là parce que le lecteur, quel qu'il soit, face à l'abondance, surtout dans certains pays, a besoin, ne sait pas au juste à quoi s'en tenir. Et il y a quelqu'un qui a fait un petit livre sur la critique littéraire, qui est journaliste masque et la plume, Esmito Arnaud Vivian,
il est passé à France Culture il y a quelques temps, on lui a dit est-ce qu'on doit se plaindre des 500 romans qui vont sortir? Il a dit non. Pensez qu'il n'y ait que 50. Qu'est-ce que vous allez dire? Donc pour lui, il y a une difficulté de la réception des livres. Parce que les critiques ailleurs sont devenus des gladiateurs, parce qu'ils reçoivent beaucoup. Comment choisir, qu'est-ce qui marche pas. Lui, il a trouvé une astuce qui est pas mal. Il dit, il y a aussi une circulation des livres à partir de la complicité d'autres lecteurs. Combien de livres, moi-même, que j'ai lus grâce à des critiques littéraires, ou grâce à des lecteurs, etc. Donc la circulation de la littérature a besoin de la circulation d'une parole, d'une métaparole sur cette littérature. Malgré qu'au fond, il y a souvent la facilité du jugement, ce que tu appelles les slogans, quoi. Il y a les conflits littéraires, les incompréhensions, les détestations, selon la gueule de l'auteur. Houellebecq, par exemple. Houellebecq, on ne l'aime pas comme personne, mais il écrit de bons romans. Khatebi, par exemple. Si vous ouvrez le dictionnaire de Selim Jay, qui n'est pas là aujourd'hui, donc j'ose dire ce que je pense, il a écrit un dictionnaire de littérature marocaine tout seul. Alors que je suis un dictionnaire bourdou. Bon, l'entrée... tout seul. L'entrée de Khatebi, il dit que Khatebi, il est surestimé. Hein? Il est surestimé, alors que il peut prendre ce qu'il aime chez Khatebi, parce qu'il y a des textes qui sont incontournables. Mais il y a parfois un côté véhément chez certaines personnes, chez les critiques. Et puis il y a les produits d'écurie, chez Gallimard, etc. Il y a beaucoup de romans qui sortent, mais les romanciers sont formatés pour aller dans tel ou tel sens. Mais après, ils s'autonomisent, ils deviennent des écrivains. Il ne faut pas leur reprocher des choses comme ça. Mais ce que je veux dire, il y a un besoin de médiation. La médiation, il peut passer par le professionnalisme, comme il peut passer par le plaisir de l'amateur, le dilettante. Roland Barthes a fait déjà l'éloge du dilettante, parce que le dilettante n'a pas perdu son plaisir. Alors le professionnel, il le perd. C'est comme les fiançailles et le mariage. J'en rate pas une. Hein. Donc il y a une curiosité qui doit passer par des médiations, par des possibilités d'orientation, mais c'est le lecteur qui va être le deuxième juge, et non pas le critique. Donc il y a une nécessité. Tout à l'heure, on va peut-être revenir pour parler de la critique littéraire au Maroc, mais ce que je veux dire, simplement, il y a une nécessité première, mais cette nécessité dépend toujours de la qualité d'écriture du critique. Quand je lis Birnbaum, quand je lis certains auteurs, la quinzaine littéraire avant, de Maurice Nadeau, il y a des choses magnifiques. Pourquoi? Parce que celui qui lit, il lit avec un bonheur la personne qu'il connaît plus ou moins. Donc, il faut la distance, bien sûr, mais il y a la nécessité d'une médiation. Ça, c'est clair et net. Mais seulement selon la qualité, le style. Il faut que le texte critique soit, non pas en conflit avec le texte commenté, mais qu'il ait le même désir d'écriture. Voilà. Merci. Voilà. La question, c'était comment... La question, en fait, il faudrait que tu nous dises quel est ton rapport à la critique et comment tu y es venu et quel lien tu établis entre l'art de commenter, d'interpréter, d'accompagner un livre et le fait d'écrire soi-même. C'est intéressant que tu parles de critique sans justement lui corréler le critique littéraire. Je pense qu'avant déjà de nous poser la question sur notre rapport à la critique littéraire, déjà posons-nous la question de notre rapport avec la critique en général dans ce pays. Est-ce qu'on est, on va dire, dans une espèce d'ouverture à accepter une critique, que ce soit une critique des décisions, qu'elles soient politiques,
toute façon, la culture, l'écriture est politique, que l'on le veuille ou pas. Donc, quel est notre rapport déjà à la critique? Est-ce que c'est très souvent est perçu comme étant quelque chose systématiquement qui va attaquer, qui va être agressif, qui va être négative. On a aussi cette espèce d'image ou de la critique littéraire qui est en général un écrivain ou une écrivaine raté, donc en fait raté sa vie en termes d'écriture, et c'est pour ça que la personne est en train de se venger. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas nouveau. Quand on relit ou qu'on lit Balzac et les Illusions perdues, on n'a qu'une formidable fresque du monde de l'édition, du monde du journalisme culturel en l'occurrence. Et Balzac écrit « Le journaliste est un acrobate ». Donc il peut dire qu'une œuvre est fantastique et le lendemain, il peut dire qu'une œuvre est aussi catastrophique. Donc c'est ça aussi. Après, c'est une habitude que l'on a eue au Maroc pendant un certain temps. Je pense notamment, par exemple, à la revue El Amalif ou à d'autres revues qui faisaient de la critique, aussi d'un certain sens, et avec une forme de professionnalisation, parce que ce que tu disais tout à l'heure, il y a des lecteurs et des lectrices qui ont une forme de critique qui est légitime, peut-être une critique qu'on pourrait appeler une critique du public, spontanée peut-être. Après, il y a oui, ou même parfois qui s'expriment, parce que tu disais tout à l'heure, les réseaux sociaux, c'est aussi parfois des lecteurs et des lectrices qui vont avoir partagé un avis. Alors, il est ce qu'il est, parfois on l'aime bien ou parfois on le déteste, mais en fait, c'est le leur, cet avis-là. Si les lecteurs et les lectrices s'émeuvent ou sont touchés par un livre qui, pour certaines critiques littéraires, est vraiment un ramassis d'enfonçage de portes ouvertes, c'est le jeu aussi de l'accepter. Donc il y a cette partie-là de critique publique, il y a la critique des professionnels, donc les écrivains, les écrivaines qui se lisent et qui se critiquent. Après, je suis d'accord avec toi, il y a toute la question des admirations / détestation. Alors, est-ce que c'est un délit de sale gueule? Est-ce que c'est une détestation juste comme ça, gratuite? On peut en trouver voilà, il y a plein de nuances dans toutes les détestations et les admirations. Et il y a donc les critiques des professionnels, effectivement. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on s'étonne que la critique se déprofessionnalise, alors que en même temps, on est dans une espèce d'ouverture en disant oui, il faut que la littérature, que l'écriture se démocratise, et en même temps, on est en train de dire mais attention, il faut être universitaire, ou il faudrait être littéraire plus pour aspirer à avoir un avis qui compte. Alors oui, il y a certains avis qui peut-être vont être plus attachés au style, à la comparaison d'une œuvre par rapport à certaines autres œuvres, à avoir un regard qui n'est pas celui de telle ou telle personne. Mais est-ce qu'on est obligé aujourd'hui de garder cette hiérarchisation? Je ne dis pas que tous les avis se valent, jamais les avis se valent de toute façon, mais est-ce qu'on ne pourrait pas être justement dans cette espèce d'ouverture de dire, si on est dans une ère de démocratisation de la lecture ou de l'écriture, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens écrivent de plus en plus. Est-ce qu'ils sont publiés? Ça, c'est une autre histoire. Mais on a de plus en plus d'écrits, et d'ailleurs qui parfois ne passent plus du tout par des maisons d'édition, qui sont en train de publier leurs textes. Et pourquoi pas? C'est aussi une nouvelle manière en fait d'écrire et de s'exprimer. Et en même temps, on est là en train de dire, mais attention, les réseaux sociaux vont faire, etc. C'est une autre manière, en fait. Non, je ne dis pas par rapport à toi, hein. Je dis juste pour le débat. Voilà. Je peux faire une petite remarque sur ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, si effectivement leur approche du livre est une approche très sommaire, très lacunaire, ça dépend. Ils ont au moins le mérite d'encenser certains livres, des classiques souvent, ou des livres qui ont ému d'éminents critiques ou qui ont eu la faveur des plus grands journaux. Et quand on n'est pas au courant de tout, et qu'on voit que quand on n'est pas au courant de tout et que quelqu'un vient nous dire oui, ce livre est formidable, etc., on le croit. On se dit tiens, il faut que je le lise. Pourtant, il n'a rien dit. Il a simplement émis un jugement de valeur amélioratif. Et puis voilà, et puis on dit bah oui, il faut que je lise, ça me manque, c'est une lacune dans ma culture, on le croit. Quelle est la différence entre un papier qui est publié dans tel ou tel journal et qui va aussi dire ce livre est formidable, alors que peut-être que le journaliste ou la journaliste qui l'écrit
ne l'a même pas lu parce que, ou bien a recopié un communiqué de presse. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de copier-coller de communiqués de presse qui sortent sans avoir lu le livre et en reprenant un argumentaire de la maison d'édition qui va dire, évidemment, le livre que je sors est formidable. Enfin, après, c'est vraiment, c'est un nouveau canal, c'est un nouveau moyen qui parfois est très intrusif, qui parfois est beaucoup drivé par l'image. Mais ça reste pour moi, les réseaux sociaux sont uniquement une sorte de miroir déformant de ce qui se passe et de ce qui s'est déjà passé dans l'histoire de la critique en général et de la critique littéraire en particulier. Pour aller dans le même sens, il y a parfois des choses qui sont aberrantes quand même. Par exemple, il y a certaines revues françaises. Et puis, on va revenir au Maroc. D'ailleurs, on ne peut pas le quitter. Il y a des revues qui disent, par exemple, comme le magazine littéraire en France, qui s'est dégradé parce qu'ils sont avec lire. Donc, lire et il y a pour tel roman, par exemple, pour, contre. Les étoiles. D'ailleurs, l'autre, il parle dans ce livre-là des étoiles. 4 étoiles, 3 étoiles. Mais c'est quoi ça? C'est de la restauration culinaire. C'est une nouvelle forme de journalisme facile et accessible. Mais c'est un journalisme qui est comment dire, infecté par la logique marchande, la logique du marketing, c'est ça, c'est aussi. Et puis c'est aussi superficiel quelque part, parce que les grandes revues n'existent plus. Par exemple, les critiques littéraires du Nouvel Observateur, Le Poids, etc., ça ne m'intéresse même plus. C'est les mêmes bonhommes qui disent... Ils sont dans le copinage. Incroyable, la promotion. Mais attention, il ne faut pas être manichéen. La promotion est importante pour certains. Bien sûr, parce que quand même, on découvre des auteurs. Michon, par exemple, qui n'était pas connu à un moment donné, alors que c'est un grand écrivain. Il a écrit quoi, 4-5 livres. Mais... Michon, oui. Vie minuscule, il écrit un truc, Vie minuscule. Et moi, j'avoue que je ne comprends rien, d'abord. Avec l'âge, c'est bien d'être un bon ignorant. Je ne comprends rien parce que il y a tellement une confusion des choses qu'on ne sait pas où est la parole vraie, où est la parole sentie réellement. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé dans le temps la quinzaine littéraire. Et même au Maroc, les journaux en arabe, l'Alam, etc., il y avait des pages à un moment donné, les années 70 jusqu'aux années 80. La Malif un peu, pas beaucoup. Il y a Jdadi qui a essayé de faire une belle revue, malheureusement. Et ça n'a pas duré parce que c'était cher et puis parce que les gens... Pour qu'il y ait la réceptivité de la critique, il faut qu'il y ait aussi la réceptivité de la littérature. Justement, on parle de critique littéraire, mais quand on parle de critique littéraire, on ne pense pas uniquement aux livres qui relèvent proprement de la littérature. Critique littéraire, c'est aussi la critique des essais. Ça peut être la critique de la poésie, livre d'histoire, livre de philosophie politique, voilà. Donc le critique, il a aussi un rôle important en tant qu'intellectuel qui promeut, entre guillemets, des œuvres qui lui paraissent importantes pour faire avancer le débat d'idées, pour sensibiliser à des questions politiques, pour aller dans ton sens. Aujourd'hui, je vais être consensuel. Pour aller dans ton sens, je prends 2 exemples. Zaman, tel quel. Zaman, par exemple, il y a des petits encadrés, des petites choses. Tel quel, pour moi, c'est fini. Alors, je me dis, j'ai un 3e exemple. Il y a des petites choses déjà dites, déjà commentées par les autres, etc. etc. Depuis quelques années, c'est de la folie. On dort que Smith a dit que Sundus, qui fait parfois des entretiens, qui fait des petites choses. Je te dis, par exemple, j'ai eu un petit conflit, pas un conflit, un malentendu, avec Jdadi quand il a voulu reprendre la revue, parce qu'il a fait une première étape, et puis une 2e étape. Il m'a contacté, je lui ai dit pourquoi. Je lui ai proposé 2 rubriques. Ça n'a pas marché parce que la revue n'a pas été relancée une seconde fois. Parfois, le berceau peut être un tambour. J'ai dit pourquoi
on ne fait pas des entretiens avec les intellectuels marocains. On ne commente pas Al-Aroui, on ne commente pas Khatibi. Et puis je lui ai proposé un truc, relire. Relire pour faire sortir certains livres de leur purgatoire. Il n'a pas compris parce qu'il était avec une équipe un peu trop maghrébiniste, etc. etc. Mais par rapport, par exemple, à notre champ culturel, il y a cette disparition, ou plutôt cette peau de chagrin de la critique littéraire. Pourquoi ? Parce qu'il y a la paupérisation du champ de la lecture aussi, en même temps. Je crois. Et que parfois, on se contente de certains textes, de certains auteurs qui ont fait leur place, que je n'arrive plus à lire. Fouad Al-Aroui, Nidalé, moi, j'arrive plus à lire des gens comme ça, c'est fini. Je suis en train de relire Philippe Roth, je préfère. La Contre-Vie, c'est un bon roman. La Contre-Vie, c'est magnifique. Tu n'es pas d'accord ? Okay. Et alors, c'est comment dire, il y a des choses dont on a besoin peut-être si il y a le besoin de la littérature. La critique littéraire, ici, n'a plus d'importance parce que la littérature elle-même n'a été accessible que par un certain nombre. La preuve, il n'y a pas beaucoup de lecteurs. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde ici. À Agadir, j'ai fait une petite enquête sur 2 ou 3 librairies. Quand je demande au libraire qui vient, il m'a dit surtout pas d'universitaires, pas ceci, pas cela, pas cela. Ouais. Bonne question. Avant que tu poses ta question. Moi, je ne serais pas si... je dépeindrais pas un tableau aussi sombre que toi, Hassan. Tout simplement parce que il y a... Je crois qu'on ne peut pas décorréler l'état de ce qu'on appelle aujourd'hui le journalisme culturel de l'état du journalisme en général. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas demander qu'il y ait des lecteurs et des lectrices alors qu'il n'y a pas de politique culturelle, alors que vous avez la majorité des écoles où il n'y a pas de bibliothèque, où on n'a pas encore de livres au programme autre que la boîte à merveilles de Sfreoui, qui quand même n'est pas... Enfin, il est ce qu'il est, ce livre. Ou le dernier... Enfin, il y a un moment donné où on ne peut pas être dans une demande qu'il y ait des lecteurs et des lectrices, mais par un claquement de doigts en disant « Mais pourquoi les gens ne lisent pas, en fait ?» Je rappelle quand même qu'on est dans un pays où on a encore 30% d'analphabètes, où on n'a pas de bibliothèque en dehors de certaines grandes villes, qu'il y a, au grand maximum, une 30aine de librairies, et encore, je suis gentille en disant librairies, parce que souvent ce sont des papeteries, où donc on a un journalisme culturel qui est absent. Alors, oui, peut-être qu'il y a des publications aujourd'hui qui vont plus surfer sur certains livres parce qu'on sait que ça va marcher. D'ailleurs, ce sont la majorité des cas des ouvrages qui sont publiés en France. Et ça en dit long sur aussi la professionnalisation du champ éditorial aussi au Maroc. Mais notre problématique, elle n'est pas commune qu'au Maroc. Enfin, elle est pas. La Belgique a la même problématique parce que la France a une grande expérience et tradition littéraire et que c'est un peu le centre névralgique de tout ça. Et à la limite, pourquoi pas ? Mais juste que l'on ne se dise pas, on va se comparer à un pays qui publie 500 livres, 500 romans s'il te plaît, 500 romans par an, parce qu'il y en a beaucoup plus en termes d'essais, etc. Et avec un pays comme le Maroc où on est aujourd'hui à un cumulatif. J'ai monsieur Mohamed Srad Janjar en face, donc je vois bien que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup essayé d'avoir un chiffrage de qu'est-ce qui se publie. Et c'est intéressant que ce soit vous qui l'ayez porté ce projet et pas le ministère de tutelle, parce qu'en principe, on devrait avoir ces chiffres-là. On n'a pas de chiffres. Et on est aux alentours de 3500, 4000 publications. On n'est pas du tout dans les mêmes champs. Ça veut pas dire que les gens n'ont pas envie d'écrire ou de lire. Mais ça veut dire qu'on a quand même un grand problème dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui, de manière très très moche, mais je le dis, de la chaîne du livre. Sont les librairies où est une véritable politique culturelle pour que les jeunes soient habitués à la lecture. Enfin, à titre personnel,
Je sais que je suis une privilégiée. Moi, j'ai eu des livres chez moi et j'ai presque, je dis souvent que j'ai presque appris à lire, peut-être même avant d'apprendre à marcher, tellement j'avais de livres et tellement je voulais. Mais c'est pas, je sais que c'est un privilège. Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui n'en ont pas vu, qui n'ont pas lu, pour qui le livre est une sorte de luxe et à qui on a fait croire que le livre était un luxe inaccessible et que c'était pas pour eux. C'était pas pour eux, c'est ça aussi. Il y a donc alors, est-ce que c'est dit, est-ce que c'est pas dit comme ça, mais c'est la réalité. Vous avez ça et vous avez effectivement l'état de la presse. L'état de la presse aujourd'hui qui est quand même assez dramatique. On a tous les mots qu'a la presse à l'étranger, c'est-à-dire effectivement le fait qu'il n'y ait pas d'organes indépendants, qu'on ait aujourd'hui une collusion, mais qui est assez impressionnante entre le monde de l'argent et le monde, et le monde médiatique. Ça, vous me direz, c'est pas nouveau, mais c'est accentué. Parce qu'on a le Covid qui est passé par là, vous avez plein de journaux qui ont dû se séparer de leurs journalistes, etc. Et aussi, quelle garantie est-ce qu'on a et quelle place on laisse aux pages culture? Parce qu'aujourd'hui, les pages culture sont faites dans les quelques revues électroniques ou pas qui existent pour remplir, moi je vous dis, c'est des copier-coller très souvent de communiqués de presse. Et je le sais. On envoie un communiqué de presse et en fait, on a exactement le même narratif. Et d'ailleurs, donc, est-ce que c'est ça vraiment parler de livres? Je ne suis pas sûre. Alors après, pour rejoindre ce que tu disais, oui, ça fait de la promotion. Oui, au moins, on se dit, c'est déjà au moins, il y a une publication et l'auteur ou l'autrice fait après le relais et commence à parler de son livre. Mais encore une fois, est-ce que c'est le rôle de l'auteur ou de l'autrice de le faire? C'est-à-dire que la personne se transforme elle-même en une espèce de marketeur ou de marketeuse, alors que ce n'est pas son métier. Ce qu'on demande à l'écrivain ou à l'écrivaine, c'est d'écrire. Et les espaces où on peut présenter un livre sont de plus en plus rares. Moi, j'ai des librairies qui me disent, par exemple, oui, les rencontres n'attirent plus grand monde. Mais c'est pas grave, s'il y a 2, 3, 4 personnes, c'est pas grave. En fait, au lieu de dire on va y aller, certaines librairies le font encore, mais c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a une forme de facilité à se dire, mais finalement, ça n'intéresse personne. Et peut-être que dans cette espèce de pessimisme entre guillemets ambiant et de facilité, peut-être que effectivement qu'il y ait 1 ou 2 postes. Moi je suis une grande optimiste, j'espère. Donc qu'il y ait quelques postes qui disent oui, voilà, qu'il y ait des personnes qui peut-être qu'il y a quelques années ne se seraient pas senties légitimes à donner un avis, qu'elles le donnent, et qu'on trouverait un Philippe Roth un peu peut-être trop hermétique. Peut-être, je ne dis pas que ces personnes ont raison, mais elles donnent un avis, ça permet de créer le débat. Alors moi j'aime bien le débat, je trouve qu'on manque d'espace de débat, et pour moi le ou la critique devrait aussi être un espace de débat, non pas une parole sentencieuse en disant vous devez lire ceci, vous ne devez pas lire cela, parce que si on se réfère aux critiques, un Stephen King en fait ne devrait pas être lu. Et on parlait d'hier de Stephen King, mais il a écrit des romans qui sont très fins en termes de psychologie. Ce ne sont pas que des gens qu'on charcute, c'est pas que un giclement d'hémoglobine. C'est pas ça. Stephen King a écrit des ouvrages où il entre dans la psyché des personnes, dans une espèce de souffrance sociale, des rapports familiaux, des violences intrafamiliales. Il y a quelque chose qui se passe derrière. Il y a toujours quelque chose qui se passe derrière le texte. Enfin, il y a souvent des choses qui se passent derrière les textes. On va dire souvent, pas toujours. Et donc, si on s'en réfère à la critique classique, universitaire, un peu propre sur elle, ces critiques-là, en général, détestent Stephen King parce qu'ils se disent mais c'est quoi ça? Il sort un livre ou 2 livres, un livre tous les 2 ans ou un livre par an, mais c'est de la culture populaire, mais de toute façon c'est pour la masse, etc. Donc, tu peux me contredire aussi. J'ai pas le temps. C'est vrai. Il y a une chose, c'est pour ça que mon manichéen me fait toujours peur. On m'a jamais dit ça. Alors, oui. Il y a un phénomène de contrainte, d'imposition, qui fait que dans les programmes scolaires, dans les programmes universitaires, il faut lire ceci, lire cela, etc. Alors, ce qui est intéressant, une fois, je me rappelle, il y a longtemps, quand j'étais encore à la faculté, et il y a des étudiants qui me disent, on ne sait pas quoi lire. On prend un livre
ça ne marche pas. J'ai dit, il y a une solution très très simple. Pas de magie, pas de contrainte. Vous prenez un livre. Vous commencez, il vous tombe des mains. Écoutez, ça chute. Prenez un deuxième. Il tombe. Écoutez, ça chute. Un jour, il y a un livre qui va rester entre vos mains. Par exemple, je prends la littérature populaire et tout ça. Par exemple, le thriller. Le thriller, il y a des tas de choses. Mais Simenon a écrit, pas des romans policiers, comme Pédigré, par exemple, etc., qui sont magnifiques. Et puis, il y a des thrillers scandinaves. Il y a espagnol, Molina, qui a écrit, et puis écrit un livre, Pleine Lune, par exemple, qui est magnifique. C'est-à-dire, finalement, ce n'est pas une question de genre, c'est pas une question... Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on n'est pas sorti de la tradition du livre et de la lecture. On n'a jamais été entré. Parce qu'on est passé de l'oralité à l'oralité. Tu parles du Maroc. Du Maroc, bien sûr. Je peux parler d'un autre pays si tu veux. Alors, attends. Et, par exemple, il y a des pays de tradition, comme le Vietnam, comme l'Inde, comme certains pays de l'Amérique latine, les pays de l'Est. Ils ont gardé la lecture. Pourquoi? Parce que le livre est une référence existentielle, si j'ose dire. Même s'il passe au numérique, il passe à tout ça, la chose n'est pas perdue. Nous, on n'est pas entré là-dedans. Troisième chose, peut-être. Compléter ce que tu viens de dire, je sors un peu de mon statut imposé de modérateur. Quelque chose d'important, c'est que effectivement, la lecture, c'est une école de liberté. Liberté intérieure, liberté d'aller à la rencontre d'autres cultures. C'est un enrichissement extraordinaire parce que tu augmentes ta propre... C'est une augmentation, oui. C'est aussi, on en avait parlé une fois, toi et moi, c'est aussi le seul art qui te permet d'entrer dans la tête des gens. Il n'y en a pas d'autre. Même au cinéma, dans la littérature, c'est un monologue ou un soliloque, eh bien, je ne sais pas comment un critique avait trouvé un mot pour définir cette connaissance intime de l'autre par le monologue, la description psychologique, etc. Donc, en fait, il y a tout un tas de vertus de la lecture qui sont négligées, qui sont oubliées, qui font que... Mais qui sont difficiles à faire passer, parce qu'il faut tout mettre sur la notion de désir. Mais le désir, les gens croient que le désir, c'est quoi? C'est être désirant. Non, il faut rencontrer les choses désirables. C'est-à-dire, il faut une culture de la rencontre. Une culture, mais ça, c'est un apprentissage, c'est un travail. J'ai eu un entretien il y a quelque temps avec Ali Ben Makhlouf, il est passé hier à la télé, la première chaîne, et puis on a parlé un peu de ce type de questions. Qu'est-ce qui se passe dans le rapport au symbolique, si tu veux. Et je trouve qu'il y a une paupérisation. D'ailleurs, je parle de l'université négativement, puisque je suis un homme sombre, comme tu dis. J'ai dit des choses sombres. Mais tu m'as éclairé, ça va. Alors, il y a... Par exemple, l'université, c'est incroyable. Par exemple, il y a un master à Itmilul. On était quelques personnes à faire des dons de livres pour le master. Quelques jours après, tous les livres ont été volés. Volés, vendus certainement au souk, je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le livre n'est pas un objet de désir. C'est un objet marchand, et puis c'est un objet avec qui on ne sait pas négocier. Est-ce que c'est pas tout simplement un objet utilitaire, c'est-à-dire qui remplit une fonction utilitaire et pratique? Oui, forcément pour certains et certaines personnes. Et je reviens à ce que disait Annie tout à l'heure. Est-ce que déjà
Déjà, à la base, est-ce que la littérature peut être qualifiée d'utile ou pas? Comme tu disais, la critique littéraire utile ou pas? Est-ce que c'est un produit pour certaines personnes? Oui, sûrement. Et c'est aussi, on peut pas aussi s'extraire d'un marché. Enfin, les livres sont pas faits non plus. On n'est pas dans une espèce d'univers où, en fait, les gens produisent des livres et les donnent dans une sorte de don de soi. Enfin, ça, malheureusement, mais ce n'est pas nouveau. Et ce n'est pas le propre de ce pays. Les entreprises ont besoin donc de vendre des livres à des libraires, enfin, il y a aussi quelque chose qui, et puis un auteur ou une autrice, alors certes, ne va pas en vivre, mais il perçoit aussi des droits d'auteur. Donc il y a quelque chose. Mais est-ce que c'est ça qui donne la valeur à un livre? Je ne pense pas. Après, juste je rebondis sur l'université. Typiquement, aujourd'hui, c'est quand même dommage qu'on a des thèses, des écrits universitaires qui sont extrêmement riches, qui parfois portent sur des thématiques qui sont extrêmement intéressantes, mais qui n'arrivent pas, n'accèdent pas, soit parce qu'elles sont publiées souvent en l'état, et donc c'est quand même une codification qui est spéciale pour les universités, qui reste hermétique à ce qu'on appelle, pardon, le grand public, mais qui quand même est censé plus être l'objet de ces études-là. On fait la cible, si tu veux, de ces parce que parfois c'est des thématiques qui sont très très intéressantes, mais qui vont rester dans une espèce d'entre-soi universitaire, parce qu'on a l'impression que les universitaires vont parler aux universitaires, et je déplore par exemple qu'il n'y ait pas assez de presse universitaire. Par exemple, qui puisse accompagner les universitaires, parce qu'on n'est pas tous et toutes sur un même pied d'égalité. Parfois, quelqu'un va écrire une thèse qui est très, très, très intéressante, mais qui va avoir du mal à la vulgariser, et c'est pas un mauvais mot dans ma bouche, parce qu'on a besoin parfois de simplifier notre propos, et c'est bien. Enfin, c'est bien, c'est aussi une forme de respect aux lecteurs et aux lectrices, que de vouloir être accessible. Ça ne veut pas dire qu'on va se niveler vers le bas, mais ça veut dire que sur le thème que l'on aborde, on va choisir des extraits, on va choisir quelque chose, et que le message va passer. Et peut-être qu'en publiant ces livres-là, eh bien, on va donner envie à des personnes de lire encore autre chose, etc. Mais si on reste dans ce petit microcosme en disant les universitaires, en fait, écrivent pour des universitaires, et très souvent sont assez frustrés légitimement de ne pas être lus par le grand nombre, je comprends que des personnes qui ont passé 3, 4 ans, 5 ans de leur vie à écrire une thèse soient après frustrées et viennent chez des maisons d'édition en disant oui, mais moi ça c'est 5 ans de ma vie. Mais ce ne sont pas les mêmes. Et ça, les presses universitaires, c'est quelque chose quand même de très intéressant dans un pays, d'avoir une sorte de pont de lien qui aussi peut être une forme de lecture critique. Parce que finalement, qu'est-ce que fait une maison d'édition, un éditeur ou une éditrice? Là aussi, une lecture critique d'un texte pour pouvoir accompagner un auteur ou une autrice, pour lui dire, oui, là, en fait, tu t'es beaucoup répété. Est-ce que c'est important pour toi? Ça ne veut pas dire qu'il va lui dire d'écrire de telle ou telle manière. Il y a des maisons d'édition qui le font, je le sais. Mais l'objectif d'un éditeur ou d'une éditrice n'est pas de faire ça. C'est de dire, je vais t'accompagner. Est-ce que tu as confiance en mon jugement? Moi, je le vois comme ça. Toi, ça reste ta liberté de l'écrire. Est-ce que tu entends cet avis-là? Et ça peut être un avis, ça peut être un avis qui se débat, qui s'échange. Donc, on va aller dans son sens. Ce que tu as pointé là, c'est l'importance de l'écosystème culturel. L'éditeur, le critique, le lecteur, l'école, l'université, c'est l'écosystème qui fait défaut. Enfin, l'écosystème qui reste défaut à perfectionner. Enfin, et puis améliorer, à construire. Barthes disait que la thèse c'est un déchet académique, il n'a pas tort. Mais les presses dont tu parles, les presses universitaires, ils n'ont pas leur presse, ils publient. Si vous allez à la faculté des lettres de Rabat, Mohamed V, il faut voir comment les livres académiques sont publiés. C'est d'une laideur incroyable. Allez à Khalila ou Dimna, les livres sont poussiéreux. À Agadir, chez Al-Mughal par exemple, Al-Mughal, tu entres, qui travaille là-bas? Des illettrés, des analphabètes. Mahlaba. Ça fait. Le Mahlaba. Les livres sont mélangés, c'est moche, ils jettent les livres par terre. Et j'avais fait un scandale à la fac des lettres parce que parfois je suis... Ils se vendent par terre dans les villes. C'est déjà un symptôme. Un symptôme, oui. Ouais, c'est des contrefaçons. À la fac des lettres à Agadir, j'avais fait un papier, j'ai envoyé lettres doyen. Il y a 15 ans, quand j'avais la révolte un peu jeune. Et
je lui dis, allez voir la bibliothèque, comment sont les livres. Ils sont par terre, poussiéreux, etc., etc. Ils ne savent pas que le livre, c'est un objet. Ça veut pas dire que c'est un objet esthétique. Mais parfois, il y a de beaux livres. Mais le livre de poche, par exemple, a changé en France. Et même ici, je vois le Fennec, par exemple, Croisée des chemins, vous faites le livre de poche. Non. Le Fennec, des petits formats, c'est bon, du bon papier, etc. etc. Donc, parfois aussi, il faut jouer sur, comment appeler ça, sur une séduction. Sur une séduction du livre. La promotion, la qualité, et puis j'ai eu une expérience ces 2 dernières années qui est pour moi magnifique. Je vais être optimiste. C'est contagieux. D'ailleurs, le pessimiste, c'est un optimiste averti, comme dit l'autre. Avec les étudiants de master, 22, 144. Ils travaillent sur des sujets, etc. Ils ne trouvent pas les livres. Ils ne trouvent pas les livres. Moi, j'ai une bibliothèque. Je la mets à leur disposition. C'est un risque, mais un risque heureux. Et il faut voir comment ils lisent. Comment ils lisent, c'est incroyable, comment ils écrivent, comment, etc. Donc parfois, je lui dis à Ali Makhlouf, comment ? Avec intérêt, passion, et en même temps, ils ont quelque chose à portée de main. Hein ? Avec Ali Makhlouf, dans l'émission d'hier ou de l'autre jour, j'ai parlé de la bienveillance intellectuelle et de la générosité intellectuelle. C'est-à-dire, il faut faire passer ton propre désir à l'autre. Ça prend du temps, il y a des résistances, mais on a une responsabilité, quelque part, chacun. Je vais juste rebondir sur le point que tu citais par rapport aux librairies. Et toi, tu disais écosystème, effectivement. Et dans l'écosystème, il y a souvent quelque chose qu'on oublie parce qu'on a l'impression que, comme on a eu la chance, effectivement, de lire et de côtoyer et d'être dans ce monde de livres, on oublie souvent qu'au Maroc, il n'y a pas de formation au métier du livre. Il y a aujourd'hui une formation qui a été initiée, effectivement, à l'UIR, mais tous les libraires et toutes les libraires ne sont pas formés. Donc je vois en face Yassine Otmani qui est formé, et donc qui a le Carrefour des livres, que je salue, que je n'ai pas encore vu. Mais tous les libraires ne sont pas formés. Donc après, quand vous n'avez pas de formation dans un pays, comment vous voulez après avoir des personnes qui sont spécialistes ? Je ne dis pas que ces personnes ont raison de mettre les livres par terre, mais quand vous n'avez pas de formation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, imaginez dans un, je ne sais pas moi, dans n'importe quel, dis-moi un métier, prof. Est-ce qu'on imagine un pays qui va dire mais pourquoi est-ce qu'on manque de profs alors qu'il n'y a pas de formation de professeurs ou d'enseignants ou d'enseignantes ? Il y a quelque chose, c'est comme si c'était en fait naturellement que les personnes devraient se saisir d'un livre, aimer écrire, et ça fait partie de l'écosystème. On a effectivement la politique culturelle, c'est quoi la vision ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est quoi notre champ en fait de liberté d'expression, de lire et d'écrire et de penser et de donner un avis, et c'est là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quel est notre rapport à la critique, parce que la critique, elle peut être justement dans de l'admiration, elle peut être aussi dans quelque chose de très négatif. Est-ce qu'on est prête à l'accepter ? Ça aussi, c'est quelque chose. Est-ce qu'on est formé ? Est-ce que dans nos cursus scolaires, en dehors de la formation de métier au livre, est-ce que dans notre formation, au collège, au lycée, etc., est-ce qu'on nous apprend à se critiquer les uns les autres, à débattre, à dire, tiens, je suis d'accord avec ton avis, mais sur cette partie-là, je ne suis pas totalement d'accord, sans rentrer dans quelque chose de personnel. Parce qu'aujourd'hui, quand on critique, c'est soit alors de deux choses l'une, soit c'est tu as quelque chose, tu as un compte à régler avec telle ou telle personne, ou bien, aujourd'hui, c'est aussi l'argument très classique, tu es antipatriotique, on en parlait hier. Tu critiques quelque chose, non, c'est pas possible. Tu critiques ton pays, par ricochet, tu critiques par exemple, tu dis qu'il n'y a pas d'écosystème culturel, mais enfin, c'est pas possible, le Maroc est en train d'avancer. Oui, est-ce qu'on peut dire que le Maroc est en train d'avancer ? Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a un champ culturel qui est quand même extrêmement... qui est toujours embryonnaire, malheureusement, mais qui essaie de respirer, alors qu'on ne lui donne pas de formation, qu'on ne lui donne pas de lieu. En écho, tu connais la phrase de Khatibi, j'aime le Maroc d'un amour critique. D'un amour critique. Et puis, ce que tu viens de dire, je l'ai noté hier avant-hier. Non. C'est-à-dire qu'il faut des lectures, des rapports
je vais lire démence, parce que c'est un mot qui me... Démence. Là-bas, tu n'as pas un recueil. Si. Je parle de critique aimante et distante. Aimante et distante, c'est-à-dire que la possibilité de dire les choses. Par exemple, l'émission Le Masque et la Plume, où il y a une émission arabophone qui sont pas mal d'ailleurs, avec Adnan, c'est pas Smith, il y a des choses, même si c'est un peu étriqué et tout. Et je sais pas. Dans la maison de, je sais pas, mais c'est-à-dire que il y a pour qu'il y ait la culture, il faut qu'il y ait les lieux de la culture. Mais attention, ne pas tomber dans les comment j'appelle ça, c'est Mohamed, parce que les coquilles vides. Au Maroc, en ce moment, on fait un grand théâtre, il est fermé depuis. Tu n'as pas formé en même temps. Bref. Et puis le travail des libraires, quand je vois le travail des insolites à Tanger, parce qu'il y a des professionnels. Ils invitent des écrivains, ils ont leur petit public, 40, 50 personnes, on n'a pas besoin. Donc il y a la possibilité, par exemple le Masque et la Plume, ils se chamaillent entre eux, parfois ils se cassent, ils se brisent, mais il y a débat. Il y a débat, c'est-à-dire, je suis d'accord avec toi, etc., même si parfois ils sont dans un jeu de massacre, parce que ça fait partie d'un jeu de rôle. J'aime pas beaucoup, parfois peut-être, je ne sais pas. Bon, bref. Mais l'autre jour, j'ai lu un article d'une jeune journaliste critique littéraire recrutée par Le Monde, mais un papier travaillé, magnifique. Donc, bon, ça c'est ailleurs. Ici, c'est ici. Hein, il y a une très très bonne critique au Monde qui vient souvent au Maroc, qui s'appelle Tiffaine Samoyo, qui a écrit d'ailleurs sur... elle est là? Ah bon? Il est là. Ouais, parce qu'elle a fait un très bon livre sur Roland Barthes. Oui, elle a écrit un très beau livre sur Roland Barthes. Alors justement, quand on parlait de critique, tu disais la critique négative, la critique malveillante. Il y a la critique malveillante et la critique du oui. Comme le disait Malraux. Malraux disait il n'y a de critique que du oui, c'est-à-dire une critique admirative, c'est-à-dire on explique pourquoi on admire telle ou telle personne. Alors c'est à distinguer du travail du panégyriste. Le panégyriste, c'est celui qui fait l'éloge d'un livre, même si le livre est médiocre. Et il y en a pas mal au Maroc. On encense un livre alors qu'il n'y a rien à dire. Donc on peut être positif et admiratif sans être de mauvaise foi, ou sans être... Ah bien sûr, avec grand plaisir. Je te montrerai ça. Oui, absolument. Si. Puisqu'on est dans une sorte de derdachat, on va continuer avec le public. Moi, juste pour dire que vous êtes beaucoup dans une sorte de parallélisme, de comparaison avec la critique telle qu'il a été, telle qu'il a émergé, telle qu'il a évolué dans une culture ou dans un ère culturel qui connaît le livre depuis le XVe siècle ou le XVIe. Et dans d'autres pays comme le Maroc, où l'imprimerie a été introduite au Maroc, c'est l'un des derniers pays au monde. C'est 1856. Et on a imprimé quelques dizaines de titres jusqu'à l'indépendance. Et d'ailleurs, les historiens disent que ces titres qu'on a publiés, c'est exactement les titres que faisaient les copistes à Fès et à Marrakech. Donc c'est un outil qui continue la tradition avec d'autres moyens. C'est-à-dire, l'imprimé n'a pas servi à une sorte de renaissance culturelle ou de nahda, comme on dit au Moyen-Orient, mais c'est juste continuer la tradition et dans des proportions très limitées. Ça veut dire que le lectorat n'existait pas, il n'y avait aucun projet d'enseignement et d'éducation, comme ça a été le cas avec Mohamed Ali en Égypte ou au Moyen-Orient. Le Maroc est resté un pays de littératie restreinte jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un fait sociologique. Si on ne prend pas en considération ce fait, on ne comprend pas les phénomènes culturels comme la critique littéraire, la création littéraire, les sciences humaines. Oui. Et donc, ça vous donne... Qu'est-ce que ça donne une littératie, par exemple, au niveau de la critique? Vous publiez... Moi, j'ai vécu une expérience comme ça.
j'ai édité un livre qui est au départ une recherche sociologique sur les valeurs religieuses, les valeurs et pratiques religieuses. Donc les brillants sociologues marocains ont travaillé sur ça. On a fait pour la première fois qu'est-ce que c'est l'islam au quotidien, comment les Marocains vivent leur islam. Donc moi, j'ai le livre, une fois édité, je demande à tel quel s'ils peuvent sortir un dossier, je le donne, c'est un contrat avec tel quel prépare le dossier, mais en même temps, il y a une fuite, le journal prépare aussi le dossier. Le samedi, il y avait 2 dossiers. Et donc, nous avons 2 grands dossiers au Maroc. Eh bien, il y aura une série de critiques, des critiques, et ça fait 57 articles, y compris dans les journaux, y compris dans Jazeera, y compris dans Jeune Afrique, etc. Ça veut dire que la critique était là. Mais on a vendu 250 exemplaires au bout d'une année. Ça veut dire, c'est quoi la critique? Ce sont des gens qui ne lisent pas. Yatim répond aux gens du journal parce qu'il a vu un chiffre comme quoi les Marocains sont moins musulmans que ce qu'ils pensent. Donc il va chercher d'autres chiffres pour répondre. C'est idéologique. Donc dans des pays à littératie restreinte, l'élite se répond entre elles. Et donc il n'y a pas véritablement de la critique au sens occidentale. Donc il y a une sociologie à faire. Quand on parle de ces concepts-là ou de ces pratiques culturelles, les mettre hors leur contexte, ça fait un discours qu'on peut entendre à Paris, comme on peut entendre dans d'autres lieux, hors sol. Donc il faut absolument, parfois, injecter des sociologues dans ce genre de débat. Mais juste pour rebondir sur ce point, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a plusieurs Maroc dans le Maroc aussi dans cette espèce de rapport à la critique, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une élite qui va répondre à une autre élite et en même temps il y a une demande de critique un peu plus, voilà, à l'image de ce que disait Adil tout à l'heure, quelque chose qui soit objectif. Alors l'objectivité, est-ce qu'elle existe, c'est encore un autre débat, mais il y a une demande aussi qu'il y ait une circulation. L'exemple que tu prends, il est très très intéressant, mais j'ai l'impression que c'est plus la thématique forcément qui est très 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 sensible, qui était sensible, qui est d'ailleurs toujours sensible. Quand les jeunes lisent par exemple tel auteur saoudien ou tel autre auteur, c'est parce que la critique n'est pas marocaine, la critique elle est arabe. On est d'accord. Donc ils sont des réseaux sociaux. Alors je suis tout à fait contente que tu dises que le Maroc est quand même différent de la France, qui a plus de 1000 ans de littérature. Bon, enfin bref, ça n'a rien à voir. On est passé au Maroc de l'oralité à Internet finalement. Et l'étape livre est très petite historiquement parlant. Elle est différente en plus, puisqu'on a commencé par les livres religieux. Bon, alors je voudrais dire que ce qui serait utile, si je peux reparler d'utilité au Maroc, c'est donner envie. Avant de faire une critique en bonne et due forme, le mot critique a double sens, hein, aussi bien négatif, on dit elle m'a critiqué, c'est toujours négatif dans ce sens-là. Donc le mot critique n'est pas toujours porteur d'une valeur positive. Alors, dans un pays où déjà on lit pas beaucoup, où déjà, etc., je trouve que de trop jouer le jeu de la critique pure et dure à l'européenne, ça serait peut-être même contre-productif. Tu veux répondre, Loubna ? Oui, parce que j'ai l'impression que derrière ça, on infantiliserait en fait les lecteurs et lectrices en disant mais de toute façon vous n'êtes pas aptes à écouter. Mais pour moi, il n'y a pas de choix à faire en fait. Que les gens qui veulent s'exprimer s'expriment. Que si vous voulez dire des choses positives, dites-les. Vous voulez dire des choses négatives, dites-les. Et à un moment donné, on prend ce qui nous arrange. C'est-à-dire que le fait de vouloir passer obligatoirement par le même cheminement par lequel est passé la France ou un autre pays d'ailleurs, ce n'est pas une fatalité, ça ne doit pas nous coller à la peau. Oui, certes, on a vraiment l'histoire que l'on a et le passé qu'on a et le rapport à la critique que l'on a, mais il y a aussi une demande, effectivement. Donc, quand Adil dit ce serait bien d'avoir des critiques qui soient juste un avis honnête et qu'on ne se dise pas derrière, tiens, il y a du copinage, etc. C'est parce qu'on a effectivement cette image-là. Donc, le fait qu'il y ait quelques critiques un peu plus poussives, tu parlais du Masque et de la Plume, qui est une de mes émissions préférées
vrai, effectivement. Mais parfois, c'est vraiment de la mauvaise foi qui est... Parfois, on traite les auteurs et les autrices, mais vraiment de manière... Et il y a... Certes, il faut jouer le jeu, mais est-ce qu'aujourd'hui, si on est capable, si on commence à dire oui, ce serait bien de donner envie, on va pas trop écorcher pour déjà que les gens aillent acheter des livres, etc. Pour moi, la critique n'est pas justement une manière de faire vendre ou de ne pas faire vendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais lire et vendre, pardon, mais les deux parfois sont liés. Quand tu vends 250 exemplaires d'un livre qui a fait 57 articles ou plus, il y a quelque chose qui se passe. Alors oui, il y a après le revers de la médaille où il y a de la contrefaçon et le livre circule. Et malheureusement pour les auteurs et les autrices et pour les personnes qui s'en sont occupées, c'est un problème. Donc oui, pardon, au risque de choquer, il y a vendre et il y a lire. Et les deux sont souvent liés. On ne peut pas dire, oui, écoutez, les gens, il faut qu'ils lisent, même s'il y a certaines librairies qui parfois ouvrent leurs portes à des jeunes. Je pense au Carrefour qui ouvre les portes à des jeunes pour pouvoir lire sur place et partir sans acheter un livre. Oui, d'accord, mais des librairies ont besoin de vivre. Et on ne peut pas leur demander d'ouvrir leurs portes. Ce ne sont pas des bibliothèques. Pardon, mais il y a un modèle économique quand même à respecter. Donc oui, il faut vendre et il faut lire. Donc il y a moyen d'avoir une critique dite négative. Parce que je ne sais même pas ce que ça veut dire que négative. C'est quoi négative? C'est de ne pas aimer un livre, c'est de dire purée, mais pardon, c'est un exemple. Tahar Benjelloun s'est quand même reposé sur ses lauriers dans ce livre. Oui, est-ce qu'en le disant, on peut ne pas juste se manger un trombeau d'insultes parce qu'on a insulté Tahar Benjelloun? Non, on ne l'insulte pas, on dit qu'il a fait des livres meilleurs que d'autres. Et c'est OK. Et si quelqu'un me dit, ton livre, en fait, j'ai préféré un plutôt que l'autre, c'est OK. Il n'y a pas de problème là-dessus. Pourquoi est-ce que je vais le prendre, moi, personnellement, en disant non, ça veut dire que non, il y a de la place pour tout. Et à force de dire oui, il faut qu'on fasse attention à ce que les gens vont écouter ou vont savoir. Enfin, est-ce qu'à un moment donné, on peut juste se dire, on pourrait être adulte et pas être infantilisé, parce que je pense qu'on est assez infantilisé globalement dans nos vies par des lois qui sont parfois très iniques. Est-ce qu'on peut juste se dire oui? Alors, il y a certaines personnes qui vont le comprendre, il y a d'autres qui ne vont pas le comprendre, et c'est OK. Pardon. Je voulais juste dire quelque chose par rapport à ce que tu as dit, à ce qu'a dit Mohamed Janjar. C'est qu'en fait, on n'a pas tellement besoin de critiques qui viennent en surplomb, de manière très docte, comme s'ils étaient détenteurs d'un goût extraordinaire. C'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin d'abord de gens qui sont capables de médier des livres, de dire tel livre existe, et voilà, je vous informe de l'existence d'un livre qui est intéressant, je le résume même, et je vous dis pourquoi il est important, je le situe, je sais pas, c'est-à-dire tout l'intérêt, c'est de faire circuler le livre, de faire circuler l'information par rapport au livre. C'est pas de prendre la posture d'un critique éminent comme il y en a eu au 19e siècle, au 20e siècle, etc. Ou alors, à ce moment-là, quand on a un vrai critique, il faut être un critique, je sais pas moi, de la trempe de Maurice Nadeau ou de Édouard Saïd, qui était un critique littéraire aussi, puisque l'orientalisme, c'est quoi? C'est une critique politique de la littérature anglaise. Et il apporte quelque chose aux Palestiniens, aux Arabes, il apporte quelque chose sur le débat de la décolonisation. Il invente la littérature décoloniale, enfin la réflexion sur le décolonial. Oui. Il y a une chose peut-être à rajouter, même si c'est implicite dans nos paroles, c'est que la critique, comme dit Vivian, quelque chose, Arnaud Vivian, il dit la critique, c'est le second cœur de la littérature. Le second cœur de la littérature. Alors, il y a une chose qui est importante à mon avis, c'est ce que tu viens de dire. Le problème, ce n'est pas l'objectivité. Barthes, il parle de subjectivité cultivée. Subjectivité cultivée. C'est-à-dire, il ne faut pas rater l'objet du livre. Là, l'objet du livre, de quoi parle-t-il? Quel message? Quoi? Il est fait comment? Et ça, c'est quelque chose de nécessaire, parce que peut-être il y a une sorte d'impatience actuelle qui fait que on ne peut plus rester chez soi 3 heures, 4 heures à lire. Pour moi, la lecture, même la critique, c'est physique, c'est pas simplement mental. La posture,
la manière d'être, se séparer des autres pour retrouver d'autres personnes, et ainsi de suite, qui sont plus imaginaires. Donc finalement, je ne sais pas, il n'y a pas de miracle. Oui. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de solution miraculeuse, pour répéter le mot, mais il y a, les possibles ne sont pas épuisés. Je vais être un peu narcissique. À Agadir, j'arrive pas à l'être. Et avec Ali Ben Makhlouf, je lui dis, il y a un phénomène. Voilà, parce que je l'ai vu ce matin à l'émission, c'est tout. Ouais. C'est encore frais, je vais l'oublier le soir. J'ai parlé d'une chose particulière, c'est que on voit la société marocaine comme une société trop globale. Je crois que à l'université, dans les espaces sociaux, etc., créer des lieux précis, mais à la demande des autres. Tu fais une médiathèque, une grande bibliothèque, tu fais un grand théâtre. Mais qui va y aller? Comment on va faire? Qui va être joué? Alors, j'ai proposé à un moment donné au doyen de la fac, mais il ne m'écoute pas. Il ne m'écoute pas, il pense à autre chose. C'est-à-dire faire des ateliers de lecture. J'ai fait une expérience, il faut voir comment ça marche. Et même, par exemple, quand tu programmes un roman, un étudiant qui ne maîtrise pas la langue française, tu lui donnes un roman de 300 pages. Allah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé le programme. J'ai enseigné des nouvelles, mais des nouvelles magnifiques. Il y a un Mexicain que j'adore, il a écrit Occasion d'amour, et puis Borges, et puis les Hongrois. Bon, passant, j'ai fait le Horla 2, 3. D'ailleurs, par exemple, le Horla, ça leur a donné l'occasion de dire c'est quoi ça? Est-ce que ils l'ont associé à la tradition paganique, des choses comme ça. C'est-à-dire, il faut trouver des petites solutions et pas de grandes réformes. Pas de grandes réformes, petit à petit. Le verre. Non, il marche, il faut juste pousser. Non, on n'entend rien. Il faut mettre le... Voilà, là c'est bon. Oui, vous avez parlé du rôle de l'université dans la critique littéraire et j'aimerais savoir qu'en est-il devenu en fait au niveau des recherches doctorales cette manière de passer une certaine pensée, je dirais pas méthode parce que je pense que autant l'université marocaine a produit de très bons critiques littéraires, autant elle a fait beaucoup de mal à la critique littéraire. Alors, j'ai fait mes études ici, je sais de quoi je parle. De manière générale, alors j'espère que ça a changé parce que je vous parle de quelque chose qui date des années 90, peut-être première partie les premières années de 2000, où les chercheurs, les doctorants exerçaient une violence terrible sur le texte littéraire. Et tout à l'heure, j'entendais parler qu'il n'y a pas de lecture, effectivement. Il n'y a pas de lecture. Il y a une façon d'appliquer Gérard Genette et Grémas sur le texte littéraire, de manière à ce que, finalement, on prend plus plaisir à critiquer. Donc, derrière, il y a juste une façon de justifier la théorie plutôt que de savoir et utiliser cette théorie pour pouvoir aller plus loin. Ma question est la suivante. Pourquoi l'université marocaine n'a pas produit un modèle comme Roland Barthes? Le seul, à mon avis, mais là je parle plutôt dans les études arabophones, mais qui n'étonnait pas seulement arabophone, elle est d'abord francophone, je crois, dans ses critiques. Pourquoi l'université n'a pas produit un critique comme Abdelfattah Kileto, que lui, la théorie est là, elle est implicite, on sent qu'elle est là, mais elle n'est pas
elle ne nous est pas imposée, elle ne nous dit pas, tiens, il faudrait prendre ce terme-là et pouvoir... Non, mais elle est là, il y a derrière toute une culture. Et c'est de ça, je crois, qu'on a besoin. Un critique littéraire, c'est celui qui a cette compétence de faire de toute sa culture, en sociologie comme en philosophie. Moi, je ne comprends pas comment on peut faire de la critique littéraire sans une culture en philosophie. Ça m'a toujours, je me suis toujours posé la question. Et en sociologie, c'est pareil. Il y a des œuvres littéraires qui se prêtent à une analyse sociologique, anthropologique, à une analyse purement technique de la narration, par exemple. Voilà, mes questions, c'est est-ce que l'université marocaine a réussi jusque-là, ne serait-ce que dans les recherches doctorales, à changer un peu la donne? Je réponds. Vas-y. Ça rejoint, ça marche pas. Ça rejoint le texte de Todorov, Péril en littérature, où il dit que l'université a rendu de mauvais services à la littérature. Moi, je le dis aussi, enfin, je le dis à partir de mon expérience personnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de transformation de la littérature en alibi académique. J'ai assisté au cours de Kristeva à Paris, de Genette, mais je n'ai jamais employé leur concept. Mais c'était des personnes, des grands arpenteurs de la littérature. Ils sont cultivés par la littérature. La théorie vient à partir de la littérature. Nous, on a des contraintes. Quelqu'un prend un sujet, approche sémiotique de telle ou telle chose. Il doit faire sa thèse en 2 ans, 3 ans. Il lit quelques textes de théorie, ça y est, ça marche. Grémas, par exemple, j'ai assisté, parce que Grémas a beaucoup d'humour, à Paris, à la faculté catholique, avec tout le staff. Mais ce qui m'intéressait, c'est d'écouter les gens. N'est-ce pas? Mais actuellement, ça n'a pas changé. La majorité des doctorants, actuellement, ils prennent un sujet, un corpus. Le corpus, la littérature se transforme en corpus. Il n'est plus un corps d'idées, de sensations, etc. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'impressionnisme, c'est-à-dire une subjectivité facile. Il faut reconstruire sa subjectivité à partir d'un paradigme différent. Et ils font leur thèse et ils se tiennent, etc. Mais c'est en général répétitif, mimétique et presque absurde aujourd'hui. Moi, j'ai encadré des étudiants ces dernières années, parce que maintenant, j'essaie de m'encadrer moi-même. C'est un peu plus dur. Il y a une personne, Marrakech, il a fait une belle thèse sur Paul Valéry. Littérature maghrébine, c'est Rohan Dkhri. Ils vont te dire, la femme, le statut de la femme, c'est tel, c'est des conneries. Paul Valéry, il a travaillé sur Paul Valéry, il a fait une thèse magnifique. Un autre a travaillé sur Nerval. Ils ont appris beaucoup de choses, mais non pas à partir de théorie, mais à partir de la littérature elle-même. C'est la littérature qui nourrit. C'est la littérature qui nourrit. Objectif. Tout à l'heure, tu as posé la première question. Je réponds tardivement. C'est-à-dire, est-ce que la littérature, ce qu'on lit permet à quelqu'un de se transformer, d'écrire, d'avoir le désir de faire, etc. etc. Ouais, bien sûr, c'est magnifique. C'est magnifique. Par exemple, il faut toujours travailler dans une sorte de miroitement. Ouais, je finis la phrase. Ouais. Ouais. Ah, tu veux que je travaille aussi? Non, qu'est-ce que j'allais dire? Par exemple, moi je suis influençable, incroyablement influençable, mais j'accepte. Il y a un texte de Khatibi, il y a un texte de Khatibi, c'était un entretien avec Si Mohamed et avec la Canadienne, la Québécoise, avec Khatibi. Il y a un entretien avec la Canadienne, Isabelle, l'arrivée.
C'était la revue Librement. Merci Librement. Prologue, c'est Prologue. Mais je parle de la revue Librement. Tu y étais d'ailleurs. Il dit. C'est toi. J'ai la mémoire tatouée aujourd'hui. Ça expliquera pourquoi tu t'es intéressé autant à Khatebi, ça, c'est une question. Oui. Alors, il a dit une chose, parce que les gens, par exemple, disent « Ah, je ne vais pas être influencé, moi. Je vais faire sortir ce que j'ai. » Mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Les gens sont fous. Tout le monde... Il y a une phrase de Foucault que j'ai là, que je viens de découvrir. Il dit « Quand j'écris, je ne sais pas quoi dire. Mais c'est en écrivant que je sais. » Il y a aussi Duras qui a parlé de ça, etc. Bref, l'influence, il a fait l'éloge de l'influence. Il faut se laisser influencer par la littérature, etc. Et petit à petit, il y a des choses qui... Par exemple, moi je suis un... Comment dire je suis tout le temps... Pas toujours, je ne suis pas stakhanoviste. Mais il y a parfois, en lisant un truc... J'ai lu Tagore, par exemple, la semaine dernière. Le jardinier d'amour. Vous voulez savoir la raison? Pourquoi? J'étais dans le jardin, parce que j'adore le jardin et tout ça. Il y a quelqu'un, une amie m'a téléphoné, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu es un jardinier de l'amour. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui a... J'ai pris le livre de la bibliothèque et j'ai trouvé un texte qui m'a fait écrire. Ouais, ça, souvent. Pardon, excusez-moi. Merci. Alors, pour interagir avec mon collègue, oui, avec Similou, oui, qui a parlé de la critique pratiquée à l'université, je peux témoigner de ce que j'appellerais le culte voué à la méthodologie structurale. Je pense que le structuralisme littéraire a fait des ravages dans nos pays, à tel point que, par esprit scientiste plutôt, on a voulu désubjectiver le texte littéraire et le critique lui-même, objectiver. Et donc, on en est venu à parler de s'armer des méthodes modernes. Donc, la critique n'est plus un cheminement, c'est un avoir. On a une arme et on veut donc tuer pratiquement le texte. On est dans l'emprise. Comment avoir une emprise sur le texte? Ce sont des postures de pouvoir nuisibles à la littérature et à la critique. C'est-à-dire que oui. Mais moi j'ai longtemps subi cette posture qui tue la littérature et tue la critique littéraire. Oui, peut-être même l'envie de lire. C'est-à-dire que cette invasion de l'université par la pensée structuraliste, par le scientisme qui prétend donner une légitimité à la littérature parce que la littérature devient un objet de science, de pseudo-science, ça a créé des ravages, hein, ça c'est certain, parce que ça minimiser le rôle de la subjectivité pour ne pas dire détruit le rôle de la subjectivité. Et ce phénomène-là, on le retrouve aussi dans la critique d'art. Dans la critique d'art, vous avez beaucoup de pseudo-savants qui emploient des termes ronflants, qui sont pompeux, verbeux, grandiloquents. Il n'y a rien, il n'y a aucun contenu. Alors que le pape de la critique d'art, c'était Baudelaire. Et Baudelaire disait clairement que seule la subjectivité peut fonder une critique d'art. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de science, il n'y a pas de jargon, c'est la subjectivité. Je suis totalement d'accord avec toi et je rebondirai juste sur la notion où vous avez dit merci, le mot pouvoir
parce qu'effectivement, il y a aussi un enjeu de pouvoir et de domination. C'est-à-dire, on en est encore à cette espèce de catégorisation de les sachants qui doivent donner un verdict, en fait, d'où le fait de s'armer, c'est mettre à terre. On va donner un verdict, en fait, on va reprendre ce texte en fonction des grilles qui parfois ne nous convainquent pas, mais qu'on va quand même prendre. C'est-à-dire, je suis même pas sûre que les personnes soient vraiment convaincues de la grille de lecture qu'ils apposent sur un texte particulier, mais parce que c'est comme ça. Et voilà. Et moi, ça me renvoie aussi à la question, qu'est-ce qu'on demande en fait aux universitaires et aussi qu'est-ce qui est demandé aujourd'hui à l'université? Est-ce qu'à l'université, on nous demande de penser, de réfléchir parfois. Alors, je sais que la formule est très galvaudée, mais elle n'en demeure pas moins juste. Penser contre soi-même parfois. Remettre en question certains schémas qui peut-être ne nous conviennent pas. Et effectivement, est-ce que c'est pas un enjeu finalement de domination? On revient, on est toujours là avec cet enjeu de domination. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de dire, oui, là, c'est le label universitaire, et derrière ce label universitaire, en fait, c'est une espèce de verdict de mort ou de vie sur un texte. Je vais relativiser ce propos. Pourquoi? Parce que les années 50-60, la recherche linguistique, sémitique, ça a donné parce que c'était lié à l'époque. C'était impossible, c'était un besoin, etc. À partir de Barthes, un contexte politique différent, un contexte universitaire différent. Dans Critique et Vérité, par exemple, quand il y a eu la polémique entre Barthes et Picard, c'était un désir scientifique, disons. Ça a donné des choses. Mais, comme dit Foucault, il y a toujours l'épuisement des possibles intellectuels. À un moment donné, on passe à autre chose. Ça ne veut pas dire que maintenant, on va retomber dans l'impressionnisme, dans la subjectivité béate, etc. Non. Il y a une phrase de Barthes, aujourd'hui Barthes s'y revient, dans son cours au Collège de France, qui a été publié de façon posthume. Il dit « Je préfère une subjectivité construite que l'imposture de l'objectivité. » N'est-ce pas? Mais je crois qu'il faut replacer chaque fois les choses dans leur temps, dans leur diachronie, parce qu'à un moment donné, c'était nécessaire, on a fait des choses, et puis après on passe. Pourquoi il y a un épuisement? Un épuisement. Parfois que j'ai lu comme Fontani, comme les sémiticiens, mais c'est rien, c'est répétition du langage. Mais le meilleur livre de Grémas, par exemple, c'est quoi? De l'imperfection. C'est un petit livre où il parle de Tanizaki. Il a parlé de l'ambre, de la lumière, de la matière. C'est un livre magnifique. De la même manière. Mais c'est venu après. C'est mieux ici. Quand même. C'est Grémas qui a fait le plus de ravages. Surtout dans nous. Celui-là, je l'ai raté. Mais j'ai subi la lecture. Je devais passer par Grémas, mais c'est la caricature vraiment du structuralisme, parce qu'il désincarne le texte. À tel point qu'il donne cette définition de la mort, c'est la disjonction d'une conjonction. Moi, je voudrais rajouter quelque chose pour ma défense. Pour ma défense, tout à l'heure, quand j'ai parlé de donner envie de lire, je voudrais rappeler ce qui s'est passé il y a quelques années c'était Facebook, qui n'est pas la page préférée des grands universitaires, qui est la page de Monsieur et Madame Tout le Monde. On est d'accord. C'est là d'ailleurs que j'aime bien poster. Et il y a eu, que Dieu ait son âme, il y avait Jean Zagagnaris, que certains connaissent ici, les Marocains, qui est un sociologue et qui postait des petites chroniques où il parlait des livres qu'il a aimés. Et il en parlait, mais très bien, et ça donnait envie de lire. Alors, il y a eu toute une polémique. Est-ce que c'était M. Ben Smaïn? Est-ce que je ne sais même pas si c'était pas Salim Jaïk? Enfin, un de ces deux-là, qui est très pointu, voilà, et très exigeant. Et ils ont raison. Je n'ai pas rien contre ça, mais qui ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de fausse critique de salon?
Et j'ai pris la défense de Jean en disant mais il ne prétend pas être un critique, il prétend parler de ce qu'il aime et en plus il est sociologue, il ne se prétend même pas littéraire. Mais je pense qu'il a fait davantage lire des livres et acheter peut-être bien, hein, on l'espère, que des choses beaucoup trop pointues finalement. Ça dépend où. Et voilà, c'est ça, il faut que les deux existent. Il faut que les deux existent. On l'appelait la guillotine, c'est tout dire, hein, Salim Jay. Avec cœur et voilà, et enthousiasme, et c'était ok, voilà. Oui. C'est très bien. Je voulais juste dire une petite anecdote intéressante, qu'on parlait tout à l'heure du critique. Le critique, le meilleur prescripteur n'est pas nécessairement celui qui produit les discours les plus savants sur les livres. Par exemple, quand on prend quelqu'un comme Pivot, récemment il y a eu un papier sur William Boyd qui avait écrit Comme neige au soleil, qui est un grand écrivain anglais, je crois, ou australien, je sais plus, anglais. Et il racontait, dans une interview, il disait mon éditeur, à l'époque c'était Ballan, lui a dit il faut absolument que tu ailles l'émission de Pivot. Il était de passage à Paris. Gallo, non, je ne vais pas y aller. Gallo, si tu n'y vas pas, ça va aller très mal aller pour toi. Effectivement, le gars a dit quand je suis allé, il y a eu 10 000 livres qui ont été vendus. Donc, c'est-à-dire, voilà, on ne peut pas dire que Pivot n'est pas un amoureux des livres. C'est un amoureux des livres, mais on ne peut pas non plus dire qu'il pratiquait ce qu'on appelle, en toute rigueur, stricto sensu, la critique littéraire. Il interviewait les gens, il parlait, ça badinait, c'était du babil, quoi, d'accord? C'est sympathique, mais il vendait. C'est le pendant de la grande librairie. Ouais. Oui, et encore mieux même. Tout à fait. Donner envie de lire. Donner envie de lire. Voilà. Oui, pardon. Moi, je vais faire un peu la défense de la tradition universitaire qui insiste sur la maîtrise des méthodes de la critique dans quelques domaines que ce soit. C'est important. Mais c'est pas, il ne faut pas que ça se transforme en plaquage des théories sur ce qu'on critique. Il y a une phase d'apprentissage, d'acquisition des outils de la critique et une phase où tu as dit on réfléchit contre soi-même, mais on réfléchit par soi-même. On n'a pas besoin de béquilles. À chaque phrase, je dois citer la citation et je vais vérifier si ce que je dis est conforme à telle théorie ou à telle autre théorie. Donc je crois qu'il faut distinguer les deux. C'est très important d'être outillé. Et moi, je pense que il nous faut, ce que tu as dit, une thèse, je ne peux pas la publier telle qu'elle. Ce qui est nécessaire dans un travail de thèse, c'est montrer qu'on maîtrise les outils de la critique, les outils, les méthodes. Ça, on le fait pour l'exercice de la thèse. Après, pour écrire, pour un lectorat. C'est le message. Quel est le message qu'on veut faire passer dans une thèse n'est pas le même que le message qu'on veut faire passer à un grand. Exactement. Et je crois qu'il faut distinguer les deux. Oui. Tu as raison. Mais personnellement, ce qui m'intéresse, c'est quand quelqu'un applique une théorie. Il l'applique. Mais quand je rencontre la personne, j'ai envie de rencontrer une autre personne qui a sa culture, qui a sa subjectivité, qui a l'amour de certaines choses, etc. Je me rappelle un livre magnifique de Starobinsky, qui s'appelle La relation critique. Parce que Starobinsky, il a une belle écriture, c'est un grand critique. C'est pas... Limpide, entre parenthèses. Très limpide. L'écriture limpide. Et il a dit, je suis pour la méthode. Mais quand on est contre la méthode, mais quand il y en a trop, je ne suis plus pour la méthode.
C'est-à-dire, le problème, c'est la surenchère. Et puis, il y a une chose aussi. Attention, il y a le pouvoir. Tu as parlé de pouvoir. Le pouvoir de la communauté des pères. Si tu veux être avec moi, tu appliques ça. Si tu appliques ça, tu n'es pas sérieux. Il y a quelqu'un au Maroc, dont je vais taire le nom par gentillesse, et non pas par empathie. Quelqu'un lui a dit, il y a Hassan Wahabi qui travaille, excusez-moi, on parle subjectivement. Il a fait des livres sur Khatibi, etc. C'est un impressionniste. Il est impressionniste. C'est-à-dire, les gens veulent hiérarchiser entre la rigueur d'un savoir, qui est souvent sec, et la possibilité de construire un regard. Il faut savoir aller de l'une à l'autre. Moi, je ne le sais pas. Je préfère la deuxième. Mais ça demande beaucoup de travail. Parce qu'il faut rêver à la phrase, rêver à beaucoup de choses. Et au point que, dans le deuxième tome des carnets, je l'ai déposé au Fennec, j'espère qu'ils vont en faire, parce qu'ils ont publié le premier. Le deuxième, où j'ai pris un ensemble de mots. J'ai pris impressionnisme. Et puis, ça m'a donné une idée, voilà, pour dire qu'est-ce que ça veut dire. Ce qui est mauvais, c'est... Même, je ne sais pas comment dire. Moi, je préfère être dans le sortilège de la littérature. Et non pas dans la cause de la littérature. Le sortilège, tu es toujours un peu travaillé par quelque chose. Je peux citer encore Ali Ben Khlouf. Il m'a dit, pourquoi tu écris la poésie? J'étais silencieux parce que je ne sais pas. J'ai dit, c'est pour le secret. Le secret. Et ça a marché dans le dialogue parce que c'est quelqu'un de très érudit. Alors moi, je trouve que l'impressionnisme, ce n'est pas le n'importe quoi. Et la méthode, ce n'est pas la science. La méthode, c'est une façon de se faire reconnaître par ses pairs. Mais l'impressionnisme, c'est une affaire de construction. Quand Barthes disait, par exemple, dans Roland Barthes par lui-même, je pense par paragraphe. Par paragraphe. Je parle mal parce que je suis berbère. Une connerie. Là, je fais je dis n'importe quoi, là. Mais c'est au second degré, bien sûr. Ouais. Là, parce qu'il y a l'idiosyncrasie quand même. Il y a des manières de recevoir les mots, de les prononcer, etc. Bref. Oui. De sortilège, pas de sorcellerie. Alors, sortilège. J'ai envie de croire à la sorcellerie, mais ça ne marche pas avec moi, c'est tout. Il pense par paragraphe, c'est-à-dire il n'a pas besoin de ce qu'on appelle en latin le flumen orationis, c'est-à-dire un lent discours, fleuve, etc., etc. Mais je préfère lire les fragments de Nietzsche, les fragments de Barthes, que de lire Kant et Hegel, etc. C'est logique. D'un côté. De l'autre, il y a Borges qui a dit une chose magnifique. Il a dit, parfois quand on commence à écrire sur une chose, on trouve qu'il y a des gens qui ont écrit des centaines de pages. Il faut faire comme si ça a été écrit. Moi, je fais une page. Moi, je reviens, je suis un peu entêté. On voulait te poser la question de savoir pour quelle raison tu t'es intéressé à... Comme tu parles du livre, tu parles de l'amour des livres, du rapport entre la lecture et l'écriture. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi tu t'es intéressé autant à Khatibi. C'était un maître pour toi? C'était... Non, c'est quoi? Il faut se libérer de tous les maîtres, même quand ils sont beaux, même quand ils sont intelligents. Quand c'est... Non. Alors, comment te dire? D'abord, c'est 2 livres, non? Plus? 3 ou 4. 3 ou 4. Oui, bon. Qu'est-ce que je pourrais dire? Peut-être 2 petites choses. Il y a d'abord les contingences. Les contingences, quand j'étais à Innsbruck, à l'âge de 15 ans,
Mon père, avec un chauffeur, il avait un camion de transport de marchandises. Il était aisé en ce temps-là. Et il me donnait 500 dirhams, 600 dirhams, c'était en 60... il est mort en 73, les années 70. Je vais à Kazan, il y avait librairie Farrer, librairie de France. J'entre dans une librairie, il y a une grande dame, je me rappelle, je vois, brune, cheveux courts, ça va faire 60 ans, ça, pas, non, une quarantaine d'années. Alors j'ai acheté du Kafka, j'étais intimidé parce qu'elle était très belle. Et il m'a glissé dans les livres que j'ai achetés le lutteur de classe à la manière taoïste. Pardon? Le lutteur de classe à la manière taoïste. Pardon? Ah, attendez. Alors, il a glissé dans les livres que j'ai achetés un livre de Khatibi, le lutteur de classe à la manière taoïste. C'était 76, parce que le livre est sorti en 76. J'avais rien compris, bien sûr, en ce temps-là. Mais maintenant, je comprends pas, mais il y a de belles choses. Mais ça ne m'a pas travaillé. C'est maintenant que je dis qu'il y a un fil bleu. Hein, un fil bleu. Et puis après, à Rabat, il y avait Bonfort qui nous a enseigné la mémoire tatouée. À Paris, j'étais au séminaire de Kristeva, il y avait des tas de gens. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, je vais faire une thèse sur Khatibi. Mais à partir de là, il y a quelque chose qui a été construit. Ça, c'est une première réponse qui est liée à l'accident heureux, disons. C'est pas vraiment une réponse, hein, ça. Là, j'ai une deuxième réponse. Oui. Sois patient avec moi. La deuxième réponse, c'est qu'au fur et à mesure, parce qu'il y avait un risque pour aller vers Khatibi, parce qu'il y a des textes qui sont difficiles. D'ailleurs, toi, tu as écrit un petit billet un jour, qui s'appelle « Faut-il brûler Khatibi ?» Tu te rappelles? Là, mais écoute, là, c'était pas polémique. C'est à cause de sa singularité. C'était, je ne sais pas, Kalima. Je ne sais pas, Kalima. Ouais. Et la deuxième réponse, peut-être, c'est que moi, je crois à l'aveuglement. L'aveuglement. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'on fait. Il faut l'avoir déjà fait pour que ça compte, pour l'utiliser pour soi-même. Donc, il m'a permis de découvrir, c'est un auteur qui m'a ouvert le champ vers d'autres auteurs. C'est à partir de lui que j'ai découvert beaucoup d'auteurs, etc., etc. Et puis en même temps, il m'a permis d'être dans l'école de la différence littéraire, je crois. Lui, c'est un grand lecteur. Hein, oui, c'est un grand lecteur, ouais, je me rappelle. Voilà. Il y a d'autres réponses, mais... Là, et sans m'affirmer à la rédaction. Moi, je me souviens que enfin, je le considérais comme un ami, lui peut-être qu'il me considérait comme un jeune admirateur, je ne sais pas, enfin, on était quand même amis. Quand je suis rentré de Paris, j'avais, je sais pas, 26 ans. Et donc j'allais souvent le voir chez lui à Alvora et tout ça. Et il me disait toujours, tous les soirs, il faut que tu lises de la poésie. Et effectivement, ça m'est resté dans la tête. Et il m'a fait découvrir des poètes comme Gunnar Ekelöf, le Suédois, comme Roberto Juarez. Bon, évidemment, la psychanalyse, tout ça, mais c'est pas tellement une tasse de thé. Mais la psychanalyse. Voilà, bon, bref, c'est vrai que c'était un grand lecteur. D'ailleurs, il avait une. Je vais utiliser son expression à lui. Parce que parfois, on s'enferme dans les affinités électives. Tu choisis les gens qui te ressemblent. Lui, il dit les affinités actives. Les gens qui te font travailler. Il m'a fait travailler. Travailler sur soi, Oui, il parlait tout le temps de ça. Parce que lui, il a été marqué par la psychanalyse, hein, c'est clair. Le livre du sang, Amour bilingue. La mystique aussi, bien sûr. Ouais. Oui, quelqu'un veut prendre la parole? Tu veux rien dire? Ah, si, quand même. On peut arrêter. Hein,
S'il n'a pas, ouais, il reste un quart d'heure. Ben, on a droit à une pause quand même. Voilà, hein. exactement. On va arrêter un peu 5 minutes. On arrête ou vous voulez continuer? Je pense qu'on a dit beaucoup de choses, je Ouais, crois. on a fait Voilà. le tour. Ouais. C'est ça, exactement. Merci en tout cas. Ben, merci. On aurait bien aimé entendre Si Mohamed sur son expérience à la Malif, le statut du livre et de la critique littéraire à la Malif. Tu veux pas nous dire un petit mot là-dessus? Et on termine là-dessus? Oui. Oui, enfin, je ne sais pas, je risque d'être un peu nostalgique, tout simplement. Parce qu'effectivement, c'était donc une belle période. C'était effectivement une belle période, dans le sens où, effectivement, vivant sous la contrainte, effectivement, les écrits étaient certainement peut-être un peu plus enfin, motivés, disons, un peu plus impliqués. Et il faut dire aussi que c'est à cette époque-là qu'on avait vu revenir, évidemment, dans tous les soubresauts de l'époque. Un beau matin, on a vu revenir Mohamed Khaireddine, qui est venu dire bonjour. Alors, on dit bonjour, bon, nous on le connaissait. On le connaissait déjà avant. Et évidemment, tout de suite, il a commencé à nous donner les premiers chapitres de Agoun Chiche, par exemple. Comme ça. On avait fait aussi des interviews avec, par exemple, Meddeb aussi. À ce moment-là, Talisman venait de sortir. Il était là. On a fait un papier sur lui avec aussi un entretien. Donc, ce qui fait que c'était vraiment une période. Et puis aussi, bon, c'était l'époque où c'était, disons, les premières parutions de Zefzaf, de l'Khouri et tout ça. Donc, déjà, mettre en évidence dans une revue francophone des écrivains marocains de cette trempe-là, qui à l'époque était à peine connus, ça a été vraiment quelque chose. C'est-à-dire comme les gens, qui c'est celui-là, qui c'est ce Zefzaf, etc. Bon, ce qui fait que, bon, voilà. Donc, c'était un petit peu écrire sur les auteurs, ça participait un peu du discours global de la revue. C'est-à-dire, évidemment, une pensée essentiellement critique, essayer de foncer dans tout ce qui était plus ou moins tabou du côté du pouvoir, comme du côté, évidemment, de tout ce qui était conservatisme. De l'autre côté, voilà. Donc, c'était vraiment, sans trop tomber d'ailleurs ni dans le jargon ni rien. C'était vraiment une lecture qui était extrêmement motivée, quoi. C'est dans ce sens-là. Oui, absolument. Absolument. À Kalima aussi, on a fait pas mal d'entretiens avec lui. Ah oui, on en a fait pas mal. Oui, au moins, entre Kalima et Librement, on en a fait 3 ou 4. Ouais, voilà. Personne veut... Ah tiens, monsieur alors on a les... On voulait se casser. Bon, quand même. Non, je sais pas. Donc... aussi, évidemment, l'expérience de l'unique numéro de... Librement. De Librement, Librement. Qu'on avait fait avec Adil. Ça aussi. Oui, mais il était beau, hein. C'était un de ces numéros parce qu'il y a eu censure, hein, aussi. Kalima avait été interdite. Ouais. Comme Librement était édité par Kalima. Ouais. D'ailleurs, le deuxième numéro qui était dans le pipe, on avait été en Algérie, discuter avec beaucoup d'intellectuels, dont Rachid Mimouni, Tahar Djaout, Mustafa Al-Sharaf, enfin bon, bref, on avait fait machin. Bah, quand on est revenu, on nous a dit non, ça c'est terminé, il n'y a plus de numéro 2, donc on a arrêté. Voilà. Oui, bien sûr, oui, tout à fait, bien sûr. Peut-être qu'on pourrait, je sais pas, peut-être terminer... Une petite annonce, simplement une annonce à propos de Khaireddine. Je ne sais pas si vous êtes au courant, les Casablancais, que le 16,
en l'honneur des 30 ans de sa mort, il y aura un hommage qui lui sera rendu, je ne sais pas encore où, mais quelque part à Casa, en l'honneur spécifiquement de Khaireddin sur une journée. Voilà, c'est une petite annonce. C'est le 16, il me semble bien, oui. Oui. Ah oui, le coffret de ses romans, on attend les autres textes, les poèmes. Ouais. Voilà. Oui, enfin, moi je voulais dire quelque chose pour essayer de faire bonne mesure entre la critique érudite et la critique informative, naïve et naïvement prescriptive. Moi je pense à un livre, d'abord je pense à Borges qui a écrit dans les conférences, c'était un compendium de tout ce qu'il a fait, pour la littérature. Il parle des Mille et une nuits, il parle de Swedenborg, il parle de la Kabbale, il parle de beaucoup de choses. Bon, c'était un grand lecteur et un grand érudit. Un peu, d'ailleurs, Khatebi l'admirait beaucoup, secrètement, mais il n'a jamais écrit sur lui, mais il l'admirait, je sais. Et on a d'un côté un Borges, et de l'autre, on a quelqu'un qui est plutôt, people... fêtard, nightclubber, etc., mais qui a fait un petit livre pas mal, où il parle des livres qui lui ont plu. Il en a, je sais pas, une centaine, je sais pas, qui s'appelle Frédéric Becbédé. Et j'ai trouvé ça très bien, parce qu'il pousse les gens à lire, même si c'est pas de la critique de haut niveau. Il donne envie. Moi, je l'ai passé à des amis qui ont commencé à lire grâce à lui. Même si c'est pas Gérard Genette, c'est pas Roland Barthes, c'est pas Kilito, c'est pas Édouard Saïd, mais bon, ça fait lire, exactement. Ça fait Parce que, pardon, mais Frédéric Becbédé aussi alors on va encore reparler de la France, donc c'est un peu voilà. Mais il y a aussi un historique de lui en tant qu'écrivain, de lui en tant aujourd'hui il anime aussi une émission, un podcast. Justement, il fait des interviews avec des écrivains, des écrivaines, etc. Donc, il assume aussi une certaine subjectivité. On aime ou on déteste, on fustige ou on adore. Enfin, et puis qui aussi. Enfin, c'est même pas dire est-ce que fait bien ou pas. Il a des. Enfin, moi j'écoute tout en général. Donc moi j'ai pas de souci. Moi j'aime bien tout écouter justement pour me faire un avis. Non, mais c'est pour te dire que lui, c'est aussi, ce n'est pas que le clubbeur, ce n'est pas que il a aussi des détestations et des admirations qui sont extrêmement subjectives. C'est-à-dire qu'il va être dans une espèce d'admiration extrêmement grande pour quelqu'un qui peut-être va être aussi du même bord idéologique que lui. Donc il y a aussi cette subjectivité qui est assumée dans la critique que l'on croit légère, mais qui n'est pas si légère que ça finalement. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est très bien ce que tu as dit sur la subjectivité affirmée. C'est-à-dire que dans la société littéraire, dans le monde des lettres en France, il y a une variété d'individus, de psychotypes, qui fait que, on a le léger, on a le méchant. Par exemple, il y a un site sur Internet qui s'appelle Stalker. Le type est d'une méchanceté. J'ai jamais vu ça. Mais il est bon. Il est drôle, il est bon, il écrit très bien, mais d'une méchanceté, mais il te massacre tout le monde. Voilà, ça c'est, Borges, Stalker, Becbédé, etc. Voilà. On a besoin, nous, à la fois de critiques érudites, de critiques modestes, de prescripteurs, d'informateurs, tout simplement. Et laisser les gens parler. Voilà. C'est ça, exactement. Voilà. Personne ne veut prendre la parole, ça fait.